Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres sommaires de cette édition. La Côte d'Ivoire prend part aux assemblées annuelles FMI Banque mondiale ouvertes ce mercredi à Washington. Un rendez-vous de dialogue direct sur la coopération avec les pays membres des institutions financières mondiales. Il sera relevé au cours de la rencontre les bonnes performances et la résilience de l'économie de la Côte d'Ivoire qui est représentée à Washington par le Premier ministre Amadou Coulibaly. Les entrepreneurs participant à la CGECI Academy ont reçu les encouragements du vice-président. 7 prix ont été décernés à des chefs d'entreprise, une distinction pour récompenser leur performance et leur rentabilité dans l'économie ivoirienne. Et puis les populations sinistrées d'Alépé ont reçu ce jour des dons en vivres et non-vivres de la part du gouvernement. Ces populations ont les pieds dans l'eau depuis les dernières fortes pluies. Le point de cette action sociale du gouvernement vous sera communiqué dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale édition 2019 se tiennent depuis ce mercredi 16 octobre à Washington aux États-Unis. Le Premier ministre Amadou Coulibaly conduit une délégation ivoirienne pour représenter la Côte d'Ivoire, une délégation ivoirienne qui devrait capitaliser les encouragements après la revue du programme financier triennal mené récemment à Abidjan. Une mission du FMI avait exprimé son satisfecit, on vous le rappelle, le 2 octobre dernier quant à l'exécution du programme financier soutenu par le FMI, Adama Koné. Washington, la capitale américaine au pas des assemblées annuelles 2019 du Fonds monétaire international, FMI et de la Banque mondiale. Chaque année, en octobre, les décideurs du monde, les économistes et les acteurs du développement se donnent rendez-vous pour tabler sur la conjoncture économique, évaluer les résultats de la lutte contre la pauvreté et mesurer l'impact du changement climatique, tout comme l'efficacité de l'aide publique au développement. La Côte d'Ivoire, toujours présente à ce rendez-vous, se trouve cette année dans une position confortable. Témoignage, les conclusions de la dernière revue du programme financier triennal avec le Fonds monétaire international le 1er octobre dernier. En dépit de la dégradation du contexte économique international, l'économie ivoirienne a montré de la résilience et de bonnes performances économiques sont prévues en 2019 et en 2020. L'inflation est restée faible et bien en dessous de la norme de 3% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes pendant le premier semestre de 2019. Tous les critères de performance et le repère indicatif ont été respectés à fin juin 2019. Le Premier ministre Amadou Coulibaly, à la tête de la délégation ivoirienne, est arrivé cette nuit dans la capitale américaine. Comme vous le savez, en avril, nous avons les assemblées du printemps et en octobre, les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc, je conduis une délégation de notre pays pour participer à ces assemblées, ce qui nous donnera l'opportunité d'avoir des rendez-vous, d'une part avec le Fonds monétaire international, et j'ai le plaisir d'annoncer que nous serons reçus par la nouvelle directrice générale du Fonds monétaire, à qui nous transmettrons un message du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous aurons également une audience avec le président de la Banque mondiale. Et toutes ces audiences nous permettront de faire le point de notre coopération. Et comme vous l'indiquez, en ce qui concerne le fonds, le 1er octobre dernier, nous avions une mission du fonds qui s'est achevée à Abidjan et qui a indiqué que l'économie ivoirienne était robuste, elle était solide et que les perspectives économiques de notre pays étaient fortes, étaient bonnes. Et donc voilà, nous venons partager toutes ces nouvelles avec l'administration du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Sur son calendrier, plusieurs rencontres avec les institutions de Bretton Woods et des audiences avec des partenaires au développement et des opérateurs économiques. Voilà, c'était un reportage d'Adama Koné. Rappelons que ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se dérouleront jusqu'au 20 octobre prochain. Le Premier ministre Amadou Coulibaly représente la Côte d'Ivoire depuis ce mercredi 16 octobre. Ici, à Abidjan, la 8e édition de la CGECI Academy a été clôturée hier, mardi 15 octobre, par un dîner de gala, une cérémonie de fin durant laquelle furent distingués des opérateurs économiques, une distinction
pour leur performance et leur rentabilité dans l'économie ivoirienne. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, présent à la soirée, a invité le secteur privé et le public à aussi asseoir un écosystème favorable à la création de richesses. Frédéric Oulaï et Francis Boifo. C'est la dernière marche de la 8e édition de la CGC Academy. Ce dîner gala, auquel a pris part le vice-président de la République, a été marqué par plusieurs distinctions, dont on retiendra le prix du jeune entrepreneur, les meilleurs entrepreneurs et managers, ainsi que le prix du meilleur partenaire du secteur privé 2019. Si l'administration des douanes est récompensée, c'est un secteur privé à la hauteur de la tâche qui vaut à cette administration d'avoir cette récompense et nous sommes très très fiers. Ce prix de la CGC est d'abord un encouragement pour moi et pour toutes mes équipes, pour le travail que nous abattons pour la distribution des instruments du savoir en Côte d'Ivoire. Pour le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, la CGC Academy a gagné en notoriété. Cette 8e édition est un véritable succès. En effet, on a noté 5200 participants et 85 délégués venus de l'extérieur. Ce forum a également consacré une belle page, vous le savez, aux jeunes entrepreneurs, futurs leaders de demain. Ceux-là même qui sont appelés à relever le défi de la 4e révolution industrielle. Cette 8e édition consacre également l'engagement réciproque du secteur privé et du secteur public, afin d'asseoir un environnement des affaires propice à une croissance forte, durable et inclusive. Plateforme d'échange entre secteur privé et administration publique, la CGC Academy s'est voulu un laboratoire d'idées pour booster le développement des entreprises africaines. Le président rwandais Paul Kagame a enrichi les débats, s'appuyant sur l'expérience de son pays. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, réitérer nos très vifs remerciements à son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui nous a fait l'insigne honneur de rehausser de sa présence distinguée cette 8e édition de la CGCI Academy. En vue d'asseoir un écosystème favorable à la création de richesses dans les pays africains, hommes d'affaires et jeunes entrepreneurs se sont donné rendez-vous à la 9e édition de CGC Academy en 2020 à Abidjan. Et la CGCI Academy, c'était aussi un cadre d'échange sur l'intégration des économies des pays africains. La présence des PME sur le marché intra-africain est une préoccupation d'actualité qui a d'ailleurs été débattue au cours des rencontres du forum Lansine Bakayoko. À cause des administrations frontalières lourdes et opaques, en particulier pour les procédures d'import-export, les échanges intra-africains restent particulièrement limités. Pour les opérateurs économiques, l'intégration régionale via cette zone de libre-échange en construction est un gage de compétitivité. Il faut pouvoir mettre en relation les jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs expérimentés. Cela existe déjà au sein de l'Union européenne. Ça pourra véritablement permettre à nous, en tant qu'entrepreneurs, de pouvoir bénéficier de ce grand marché-là et comprendre la philosophie des autres pays qui s'intègrent dans le marché, dans ce vaste marché des zones de libre-échange continentales. Malgré les potentielles opportunités, cette libéralisation du commerce des biens et des services a vocation à entraîner des coûts d'ajustement pour les États membres. Les préalables dans le cadre de la ZLECAf, c'est l'adoption d'un certain nombre de textes qui restent, notamment le texte sur les produits d'origine. Ce texte sur les produits d'origine est vraiment fondamental. C'est ce qui va permettre de savoir que les produits sont fabriqués en Afrique. Mais le déficit en matière d'infrastructures constitue une grave entrave à l'intégration régionale. Les infrastructures vont jouer un rôle dans l'acheminement des produits. Et c'est le moment de faire appel au transport maritime qui doit être renforcé pour permettre aux marchandises qui peuvent arriver de la SADC de pouvoir parvenir aux pays d'Afrique de l'Ouest ou aux pays de l'Afrique du Nord. Le commerce intra-africain représente actuellement 15% du commerce total du continent, compte 19% en Amérique latine, 51% en Asie, 54% en Amérique du Nord et 70% en Europe.
Et c'est sur un bilan plutôt satisfaisant que s'est refermée l'édition 2019 de la CGCI Academy. Sur 500 participants attendus, 5216 chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire et d'ailleurs y ont pris part. Un acquis majeur à retenir de ce rendez-vous, c'est la signature de ce protocole d'accord entre le président rwandais Paul Kagame et le patronat ivoirien dans le but de partager les expériences et contribuer mutuellement à l'avènement d'un privé dynamique dans les deux pays et en Afrique. Noël Gagnon. La 8e édition de la CGCI Academy. La page est tournée. Les 5216 participants, chefs d'entreprise ivoiriens et rwandais, dirigeants des patronats du Sénégal, de la Guinée, du Cameroun, du Cap-Vert et du Togo ont échangé et partagé leurs expériences pour construire le modèle d'environnement des affaires à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique. Sur cette base, le patron des patrons ivoiriens, après ses 48 heures de travaux, a pris un engagement. Faire du climat des affaires en Côte d'Ivoire l'un des plus compétitifs au monde. Nous savons que nous avons franchi un palier déjà, nous avons progressé fortement, mais au-delà des progrès, maintenant nous voulons être l'un des plus compétitifs au monde. Pour tenir cet engagement, une série de recommandations a été soulignée. Elle porte entre autres sur l'amélioration de la qualité du partenariat et des cadres de dialogue réunissant l'État et le secteur privé, l'augmentation de la part des PME dans la commande publique et la garantie des délais de paiement, enfin l'amélioration de l'efficacité des cadres de collaboration entre le contribuable et l'administration fiscale. Autre acte fort de cette édition, la signature du protocole de partenariat entre les privés rwandais et ivoiriens afin de construire une passerelle de bonnes pratiques entre privés des deux pays. Toutes choses qui vont concourir à la réalisation de la nouvelle alliance entre le privé et l'État ivoirien. Dans cette alliance nouvelle que son Excellence le Président de la République appelle de tous ses voeux, il s'agira d'un changement absolu de paradigme, d'un changement profond de notre écosystème socio-économique dans lequel une véritable transformation culturelle sera indispensable à la transformation structurelle de l'économie. Cette responsabilité incombe à la fois à l'État, au secteur privé et au-delà à notre société tout entière. Une somme d'actes qui conduira la Côte d'Ivoire vers le nouveau miracle ivoirien, a conclu le secrétaire général de la présidence de la République. Parlons à présent de sécurité-défense. L'armée de Côte d'Ivoire est en exercice à Yamoussoukro, une opération baptisée Toucan en 2019, un exercice qui met en situation nos corps habillés face à la prise de l'aéroport par une milice étrangère. Il s'agissait là d'évaluer la capacité réactionnelle des soldats ivoiriens. Plus de 392 hommes de l'armée de Côte d'Ivoire ont pris part à cet entraînement. Dans la région de la Mai, la compassion du gouvernement a été apportée aux sinistrés d'Alépé suite aux inondations. Une action posée par le président du conseil régional, Patrick Hachi. Les populations de la commune d'Alépé et des 12 autres villages environnants touchés aussi par ces inondations ont reçu des dons en vivres et non-vivres. Mamadou Kouassi. Plus de 3 jours après les fortes pluies tombées sur le département d'Alépé, des domiciles encore sous les eaux. Certaines familles ont décidé de ne pas quitter les lieux. Quelqu'un qui est handicapé. Les gens sont partis, c'est pas il faut l'amener. Quelqu'un qui est assis sur le fauteuil roulant pendant 3 ans. Pourquoi vous n'êtes pas encore arrivé ici? Vous l'arrivez où? C'est arrivé derrière la maison. C'est pourquoi qu'on n'est pas encore quitté le lieu. On avait de l'approvisionnement, c'est-à-dire de quoi manger, donc on est resté là 2 jours dans la maison sans sortir parce que l'eau était beaucoup montée. L'eau a diminué maintenant, donc on sort maintenant pour aller un peu en ville, voilà, pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut acheter à manger et tout ça, voilà. Le ministre Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la région de la Mai, tente ici de les convaincre de se mettre à l'abri. Juste à côté de ces habitations, des bâtiments effondrés sous la pression de l'eau. Les différentes visites des sites ont permis à la délégation du ministre Patrick Hachi de saisir l'ampleur de la situation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le Premier ministre pour aider les populations à gérer ces moments extrêmement difficiles-là. L'État tout entier est auprès d'eux et que tout ce qui sera fait dans l'immédiat pour pallier aux situations difficiles au niveau de leur alimentation, au niveau de la santé, au niveau de leur sécurité, est mis en œuvre.
et qu'au-delà, les services de la solidarité sont là pour essayer de faire le relevé de tous les dégâts matériels qui sont survenus pour que ultérieurement l'État puisse également adresser ces questions-là. C'est la cour de la mairie et le foyer des jeunes d'Alépé qui accueillent les sinistrés. 1 millier selon le préfet qui a pris des dispositions, entre autres. Nous avons fait suspendre l'électricité dans toutes les zones sinistrées. Nous avons pris les dispositions avec la hiérarchie pour que les cours soient suspendus dans les zones sinistrées d'ici à lundi pour voir l'évolution. Ces victimes des inondations, en plus du réconfort moral, reçoivent du gouvernement des médicaments, des vivres et non-vivres. À l'origine de ces inondations qui touchent tout le département d'Alépé, le fleuve Komo sortit de son lit depuis les récentes pluies. Une situation qui éviterait l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Je vous dire que les études ont été faites, les bailleurs de fonds pour financer le projet ont été trouvés, l'appel d'offres a été fait, l'entreprise a été retenue et qu'au mois de novembre, on lancera les travaux de réouverture de l'embouchure dans le Bassam. En plus de la commune d'Alépé, 12 villages du département sont touchés par ces inondations. La pluie continue de tomber sur le département d'Alépé, avec insistance au grand désarroi des populations qui ont tout abandonné sous les eaux. Et un autre drame a suscité cette autre action sociale du gouvernement, cette fois dans l'est du pays, où 18 personnes périssaient il y a 3 jours dans un accident de la circulation sur la voie d'Agnuassié, à 22 km d'Abangourou. Le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est donc rendu sur Abangourou et à Agnibilé-Crou pour apporter le réconfort du gouvernement ivoirien aux familles des victimes. Amadou Koné a également annoncé d'importantes sanctions visant les transporteurs et les entreprises régulièrement impliquées dans les accidents de la circulation. Suivons ce reportage de Herman Yamia. La vitesse et l'imprudence des chauffeurs des véhicules de transport en commun ont encore tué. Ce véhicule que vous voyez sous une pluie battante a causé la mort de 18 personnes le samedi 12 octobre dernier à l'entrée d'Agniassoué, sous-préfecture située à 22 km d'Abengourou. L'accident s'est produit aux environs de 11 heures. La voiture étant en plein a loupé le virage et a fait un tonneau. Malheureusement, le pire s'est produit. 9 morts sur le champ. Il a eu un bébé de quelques mois et un enfant entre 4 et 5 ans. Sur les 23 passagers à bord du véhicule en surcharge, l'on enregistre seulement 5 rescapés. Ils sont hospitalisés au CHR d'Abengourou et dans un CHU à Abidjan. Informé de ce drame qui a endeuillé de nombreuses familles, le ministre des Transports s'est rendu sur les lieux de l'accident et aussi à Agnibilé-Crou pour exprimer la compassion du gouvernement aux parents des victimes. Amadou Koné les a assurés que toute la lumière sera faite sur cet accident. Il y a eu des arrestations, des enquêtes qui sont en cours et vous assurez que la lumière sera faite sur cet accident-là pour comprendre ce qui s'est passé. Plusieurs dispositions seront prises après. Aucun accident grave, sérieux ne va rester sans enquête et sans résultat que vous allez connaître. Après Agnibilé-Crou, le ministre des Transports s'est également rendu au CHR d'Abengourou pour apporter le réconfort de l'État aux 4 blessés, dont le chauffeur du véhicule incriminé. Avant de quitter Abengourou, Amadou Koné a rencontré les acteurs du transport. À ces derniers, il a révélé que la sensibilisation va certes continuer, mais désormais, la répression va s'intensifier. Après toutes ces campagnes de sensibilisation qui se font tout le temps, nous sommes véritablement dans une phase de sanction. Avec la réactivation de la commission de retrait des permis, ils risquent de voir leur permis retiré. La commission a commencé à siéger en décembre. À ce jour, nous avons plus de 300 permis qui ont été retirés, parfois pour 20 ans. Donc nous allons continuer, cette commission se réunit tous les mois. L'ex-administrateur pour la Côte d'Ivoire à la Banque africaine de développement a indiqué que l'agrément de transporteur de l'entreprise mise en cause dans cet accident sera simplement retiré. Selon lui, de 2017 à ce jour, ces véhicules ont causé la mort de plus de 30 personnes sur l'axe Abidjan-Agnibilé-Crou. Depuis la mise en service en 2016 de ce axe réhabilité,
Plus de 100 accidents mortels ont été enregistrés. Parlons à présent de cet autre événement dans le domaine de la santé. La première édition de la Journée africaine de la e-santé, ouverte ce mercredi, elle met la lumière sur les avantages de l'utilisation du digital pour l'amélioration des prestations de santé. Elle réunit plusieurs décideurs de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. Et pour cette première journée, il a été présenté une carte de santé numérique. C'est une solution digitale au profit des assurés sociaux en Afrique. Serge Coléa. Un passeport de santé numérique mis à la disposition de l'assuré social en Afrique. C'est tout l'intérêt de la carte Pascare conçue par la société française Innov Santé. Nous sommes confrontés en Afrique à des problématiques très spécifiques qui sont liées à notre environnement, qui sont liées à nos modes de vie, nos modes de consommation. Donc il s'agit d'intégrer tout ça, tous ces éléments-là, dans la plateforme digitale que nous proposons. Selon son président fondateur Adnan El Bakri, Pascare contient l'intégralité des données médicales de celui qui la détient. Des informations utiles que tout professionnel de santé peut consulter via un logiciel informatique. Le Pascare pourrait venir renforcer, n'est-ce pas, notre carte, la carte de la santé au niveau de la couverture maladie universelle, en y apportant des innovations, en y apportant d'autres capacités, n'est-ce pas, par rapport à notre carte actuelle. C'est pour cela que je suis en train de voir dans quelle mesure on peut commencer à coopérer avec eux. Les avantages de cette carte de santé numérique ont été soulignés par plusieurs partenaires, notamment Christophe Lambert, acteur franco-américain, ambassadeur Pascare. Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, a apporté tout le soutien du gouvernement à cette initiative. Au centre de la première édition de la Journée africaine de la e-santé, les défis de la santé en Côte d'Ivoire, les enjeux de la e-santé en Afrique et le partage de l'information médicale. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, couramment appelée Académie des mers, a été visitée par Philippe Légré, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes auprès du ministre des Transports. C'est une visite d'inspection en pleine mer dont rend compte ce soir Lanciné Bakayoko. On regarde. Chaussée complètement dévêtue, trous béants, flaques d'eau par endroits. Cette route qui mène à la prestigieuse Académie régionale des sciences et techniques de la mer contraste avec la réputation de cette grande école internationale, propriété de 15 pays africains. Sur le plan fonctionnel, quelques petites difficultés également. Il y a le problème du recrutement des enseignants de navigation. Voilà. Il faut savoir que c'est dans le domaine de la navigation parce que nous formons des navigants de haut niveau et quand ils finissent avec l'académie, ils partent quand ils ont des emplois. C'est toujours difficile d'en avoir pour être des enseignants. Donc, ce que nous faisons, nous gardons les anciens. Nous travaillons également avec les pilotes du port, mais ça pose toujours un problème parce que là aussi, il faut leur donner les moyens. Malgré tout, le secrétaire d'État aux affaires maritimes a pu voir que la formation des élèves se passe plutôt bien, avec des supports pédagogiques aussi divers que variés, liés entre autres au métier de la pêche, de la mécanique industrielle, du commerce international, de la navigation ou de la logistique. Dans les ateliers, les machines tournent à plein régime, mais des défis majeurs existent. Trouver des stages embarqués au profit des élèves navigants à travers des négociations avec les compagnies maritimes et surtout créer un registre international d'immatriculation des navires, conformément aux dispositions du Code maritime. Vous avez relevé les problèmes, les difficultés, mais en même temps, vous avez proposé des solutions. Ça, vous avez fait notre travail. Nous allons prendre ça et nous allons commencer à marcher. Aller vers qui de droit pour dire voici tel problème, telle difficulté, et puis tant que faire se pourra, apporter une solution à ces difficultés-là. Ouverte en 1987 à Abidjan, l'institution régionale de formation maritime et industrielle a déjà formé 8000 élèves. Intéressons-nous à l'autonomisation de la femme. Le secrétaire d'État chargé de l'autonomisation des femmes, Miss Belmonde Dogo, visitait hier les instituts de formation et d'éducation féminine de Grand Bassam et de Moussou. C'est une visite pour s'imprégner des réalités de ces IFEF et apporter l'appui du gouvernement pour l'épanouissement de ces femmes formées dans ces instituts. C'est Forazeki. Vous allez faire les deux pilons. On fait d'abord le pilon couché, ensuite le pilon debout.
Cours d'alphabétisation pour cette vingtaine d'auditrices de l'Institut de formation et d'éducation féminine de Grand-Bassam. Elles sont pour la plupart sorties du circuit scolaire ou non scolarisées. L'IFEF a une seconde chance pour l'autonomisation de ces jeunes filles. Je n'ai jamais été à l'école, mais quand je suis arrivée à IFEF, je sais écrire mon nom, je sais un peu envoyer les messages. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Cette enseignante dispense avec enthousiasme son savoir. Notre souhait est que ces filles-là ne dépendent pas vraiment de leurs amis en ville. Voilà, tu as ton message, tu ne sais pas lire, tu vas donner à quelqu'un. On dit quoi dans ces messages? Tu n'es pas autonome. Le lundi 14 octobre, jour de rentrée dans tous les IFEF de Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes effectue une visite de terrain. Première étape, Grand-Bassam et Mossou. Elle annonce la réforme des instituts de formation et d'éducation féminine. À la fin du cursus scolaire, elles seront accompagnées par le secrétariat d'État qui verra aller trouver des stages dans un grand hôtel ou dans un restaurant pour ne pas qu'elles aient à perdre la main. Et mieux, nous allons les accompagner pour qu'elles puissent s'installer. La réforme au sein de l'IFEP est en cours. Nous allons inscrire d'autres modules parce que la femme, il n'y a pas que la couture, il n'y a pas que la pâtisserie. Nous avons les NTIC, nous avons les métiers de l'agriculture qui peuvent être appris aussi par nos mamans, par nos jeunes filles au sein de l'IFEF. L'Institut de formation et d'éducation féminine a pour mission l'encadrement des jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées. Alphabétisation, cuisine, pâtisserie, coiffure et couture sont entre autres les disciplines enseignées dans les IFEF. Des sessions de formation sont disponibles pour les travailleuses et les femmes au foyer. Voilà, c'est une visite effectuée hier, mardi 15 octobre, journée de célébration internationale de la femme rurale. Et parlant de femmes rurales, les agricultrices de la Nawa n'auront plus de soucis à se faire pour la réalisation de leurs projets. 140 millions de francs CFA sont mis à leur disposition dans le cadre du projet Aprovina. Un partenariat a été signé pour sa réalisation entre le conseil régional dirigé par Alain Richard d'Envahi et l'agence de coopération internationale allemande pour le développement. Ces 140 millions de francs CFA permettront de financer la phase pilote qui concerne 60 femmes. Francis Boifo. La phase pilote du projet Aprovina, fruit du partenariat entre le Conseil régional de la Nawa et l'Agence allemande de coopération internationale GIZ, concerne 60 femmes exerçant dans le secteur agricole. Les femmes recevront toute l'aide possible, c'est-à-dire que donc, le financement de leurs intrants, de leurs services de production sera assuré par ce financement-là. Le global du financement est de 350 000 francs par femme, divisé pour 50% par une subvention et 50% par un financement à crédit. Le taux de crédit tourne autour de 8%. Nous avons non seulement des produits vivriers. Au départ, on avait des difficultés d'écoulement de nos productions, mais aujourd'hui, avec ce projet, on part de la production à l'écoulement jusqu'à la commercialisation. Donc ça va renforcer davantage les ressources de nos femmes. Le projet Aprovina a été lancé par le président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard d'Envahi. Ce projet bénéficie d'une subvention de la coopération allemande et d'un fonds de garantie logé au conseil régional. Le conseil régional a créé ce fonds de garantie pour les femmes et les jeunes de la Nawa. Aujourd'hui, nous en sommes à 140 millions. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons ajouter 70 millions encore à ce fonds et au fur et à mesure, ce fonds va grandir et permettre donc de financer un certain nombre de projets, de bons projets en tout cas dans la Nawa. Objectif, favoriser l'autonomisation des femmes rurales dans la région de la Nawa. Communiqué de la CEI, dans le cadre de la mise en place de ces démembrements locaux, la Commission électorale indépendante invite les partis ou groupements politiques ayant proposé des membres à la Commission centrale à une importante réunion d'information le lundi 21 octobre 2019 à 10h précises. Et c'est à son siège d'Abidjan, de Plateau, Carrefour Duncan. Chaque parti ou groupement politique devra se faire représenter au maximum par 3 personnes. À cette occasion, il sera remis à chacun de ces partis ou groupements politiques un kit concernant notamment le mode de désignation de leurs représentants au sein des commissions électorales locales. Et c'est signé du président Koulibaly Kouibière Ibrahim. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.